Alors bonjour à tous, je me présente en premier lieu, je suis le lieutenant Léos, commandant la brigade de Guebwiller. Je suis accompagné par un adjudant qui vient de Colmar et qui s'occupe de tout ce qui est sûreté pour tout le département du Haut-Rhin, qui vous parlera suite à mon intervention sur le cyber, sur des problématiques un peu plus généralistes qui peuvent aussi vous concerner. Alors, est-ce que déjà, il y a des gens qui sont férus d'informatique et de téléphonie et de choses comme ça pour que je puisse adapter mon discours? Donc, on va rester généraliste. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. On répondra au fur et à mesure. S'il y a des termes que vous ne comprenez pas, c'est pareil. N'hésitez pas à poser des questions. Et si on a une réponse, on vous l'apportera immédiatement. Si on n'en a pas, je peux éventuellement récupérer vos coordonnées pour vous apporter des éléments plus tard. On s'adresse à un public de seniors qui n'est pas habitué, comme les jeunes générations, aux nouvelles technologies. Les nouvelles technologies, c'est comme dans la vie réelle. Il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui sont moins bien et qui risquent de profiter de la crédulité, du manque d'habitude et du manque de pratique avec les nouvelles technologies pour commettre des infractions. Le but de l'intervention, ça va être de vous sensibiliser un petit peu sur certains points et éviter que vous vous fassiez avoir dans votre usage du numérique. Alors d'abord, l'accès numérique, j'ai suivi un petit peu l'intervention précédente, donc pour ceux qui étaient déjà là, j'ai vu que certains connaissaient un petit peu. C'est un terme assez généraliste. On va parler principalement d'Internet et des mails aujourd'hui, puisque c'est les deux moyens qui sont utilisés par les escrocs pour commettre des infractions. L'accès peut se faire par un ordinateur, qu'il soit fixe ou portable, par une tablette, ou par les téléphones, puisque maintenant la plupart des gens ont des smartphones. Ce sont des mini-ordinateurs qui permettent de faire exactement la même chose qu'un ordinateur fixe à la maison. Le petit etc., c'est pour tout le reste. Ça peut être les voitures connectées, les écrans connectés que vous avez à la maison, soit les télés, soit les espèces de petites tablettes un peu plus conséquentes faites par des grandes marques qui permettent de faire de la visioconférence, des choses comme ça, et qui sont aussi des ordinateurs. On va évoquer plusieurs points. La protection des ordinateurs ou des matériels informatiques, les logiciels malveillants, les escroqueries, l'hameçonnage, les achats en ligne, puisque c'est une grosse partie maintenant de l'usage Internet, le chantage à la webcam, les faux supports numériques, l'usurpation d'identité et un petit point sur la téléphonie pour le démarchage abusif. Tous les appels que vous pouvez recevoir intempestifs et qui vous pourrissent la vie au jour le jour. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Internet, c'est très bien, ça permet de faire beaucoup de choses, d'avoir accès à beaucoup de services, mais certaines personnes ont vite découvert le filon et s'en servent pour commettre des infractions. Petite particularité d'Internet, c'est que c'est mondial. Donc, vous ne savez pas quand vous allez parler avec quelqu'un ou quand vous allez recevoir un mail, s'il se trouve à Colmar, à Tombouctou, au Canada ou en Russie. Et ça, il faut toujours le garder à l'esprit. Les infractions sur Internet ou dans le monde numérique, ça peut toucher tout le monde. Vous, moi, les plus jeunes. On pense que les plus jeunes qui sont habitués aux nouvelles technologies ne se feront pas avoir. C'est faux. À la brigade, on reçoit régulièrement des adolescents, voire des post-adolescents ou des jeunes adultes qui sont tombés dans le panneau comme vous pourriez le faire vous. C'est comme pour le reste, quand on conduit une voiture, si on ne fait pas attention, on risque d'avoir un accident. Donc le but, c'est d'être toujours vigilant. Et souvent, c'est la victime qui va initier les démarches. Donc il faut faire attention à ce que vous faites avec votre ordinateur, votre téléphone ou votre tablette. S'il y a une infraction, vous serez victime. Attention toutefois, certaines assurances, si vous êtes couvert par vos assurances bancaires ou des choses comme ça, risquent de poser souci si c'est vous qui avez initié la chose. C'est-à-dire que si en gros, je vous demande de me donner 5 000 €, si vous le faites, c'est tant pis pour vous. Sur Internet, c'est la même chose. Avec un petit point particulier sur les cartes bancaires qu'on verra tout à l'heure. La protection des matériels.
Donc un ordinateur, ça se compose du matériel, donc la tour ou l'ordinateur en lui-même, avec dedans plein de petits composants électroniques. Dans cette machine, puisque c'est une machine, on vient installer des logiciels. Donc il y a la partie matérielle, qui peut faire l'objet d'une attaque par un hacker ou des choses comme ça, qui vont essayer de rentrer dans votre ordinateur. Et il y a toute la partie logicielle, donc c'est tous les programmes qui sont à l'intérieur, qui vous permettent d'aller sur Internet, de recevoir les mails, de faire de la visioconférence. Ils peuvent passer aussi par ce biais-là pour pirater votre ordinateur. Les seules solutions qui existent à l'heure actuelle, c'est les antivirus. Donc le virus, c'est un petit programme que le pirate va envoyer sur votre ordinateur pour faire quelque chose avec cette machine. Soit regarder ce que vous faites à l'écran, il a la même chose que vous à l'écran, soit récupérer des données qu'il y a dans votre ordinateur, soit prendre la main carrément sur votre ordinateur. C'est-à-dire que c'est lui qui fait les choses à votre place. Logiciel anti-espion, c'est un logiciel qui va détecter quand il y a une intrusion sur votre ordinateur et vous le signaler. Le pare-feu, c'est un petit peu la même chose. C'est pour empêcher les espions informatiques de rentrer sur votre ordinateur. Donc là, je n'ai pas de publicité à faire. Je vous laisserai voir avec un magasin d'informatique ou sur Internet. Il existe plein de sortes de logiciels pour protéger vos matériels. Ils se valent à peu près tous. Et par contre, il y en a qui sont gratuits et il y en a qui coûtent très cher. C'est simplement les fonctionnalités qui vont changer. Le point le plus important, c'est de maintenir votre système d'exploitation à jour. Donc le système d'exploitation sur ordinateur, par exemple, ça va être Windows, Linux, ou pour ceux qui ont des iPhones, c'est le logiciel propre à Apple. Si vous ne le mettez pas à jour régulièrement, quand il est livré, normalement, vous avez une petite case à cocher pour le mettre à jour automatiquement. Si ce n'est pas coché, les programmes ne vont pas se mettre à jour quand c'est nécessaire. Ça peut être tous les mois, toutes les semaines, tous les jours. Et donc, vous aurez une version qui sera ancienne et qui risque de moins vous protéger contre les nouvelles attaques qui risquent d'arriver. Donc ça, c'est important. Si vous ne vous sentez pas de faire ces manipulations, il faut voir avec quelqu'un de votre entourage qui sait le faire ou avec éventuellement le vendeur ou le dépanneur informatique. Un petit point particulier, les mots de passe. Alors, je crois que ça a été évoqué dans la conférence précédente. Pour la majeure partie des sites internet, que ce soit les banques, les sites d'achat, certains ont parlé de Doctolib un peu avant, pour vous connecter sur le site, il faut vous identifier. Ça se passe en 2 étapes. Vous avez un identifiant, souvent c'est un email ou un numéro de téléphone, et le mot de passe, soit qui vous a été donné par le site que vous allez consulter, soit vous le choisissez. Ces mots de passe sont très importants. C'est les clés qui vont vous permettre d'accéder au site internet ou à vos mails. Donc vous ne laisseriez pas votre trousseau de clés de la maison posé devant la maison. Pour les mots de passe, c'est la même chose. C'est comme pour le code de carte bleue. Il ne faut pas le laisser traîner n'importe où, il ne faut pas le donner à n'importe qui. La plupart des accès se font avec une adresse mail. Donc l'identifiant que vous allez rentrer au début, c'est votre adresse mail, et ensuite vous arrivez à l'étape du mot de passe. Si vous mettez comme mot de passe pour un site d'achat quelconque le même mot de passe que celui pour relever vos mails, si dans la société en question, il y a quelqu'un qui est malveillant, lui, il voit votre mot de passe puisqu'il travaille dans cette société. Donc, alors on ne va pas... une grande enseigne d'informatique, par exemple, vous allez sur leur site, vous rentrez votre adresse mail, vous choisissez votre mot de passe et vous le mettez le même que celui que vous utilisez pour aller chercher vos mails sur votre boîte mail. La personne en question, elle voit que vous avez mis tel mot de passe sur son site. Si elle est malveillante, elle va faire quoi? Elle va aller se connecter sur votre mail, elle va taper le même mot de passe, du coup elle aura accès à vos mails. Donc elle va lire toutes les correspondances que vous pouvez recevoir, de votre banque, de votre médecin, de votre famille. S'il est vraiment très méchant, il peut changer ce mot de passe une fois qu'il a accès à votre mail. Donc vous n'avez plus accès à vos mails. Il peut envoyer des mails à vos amis, il peut faire tout ce que vous feriez vous sur ce site. Si vous mettez le même mot de passe pour tous les sites que vous allez consulter ou faire des achats sur 50 sites différents, vous mettez le même mot de passe à chaque fois parce que c'est plus facile pour s'en rappeler.
Le pirate, s'il a trouvé sur un des sites, il peut aller consulter tous les autres sites. Il peut aller commander chez Darty, à la Fnac. Voilà. Donc, il faut que le mot de passe soit multiple. C'est-à-dire que normalement, si on veut assurer la sécurité informatique, pour chaque site où on va aller, on prend un mot de passe différent. C'est très compliqué à gérer après au niveau de la mémoire. Moi, j'ai un petit carnet à la maison, alphabétique, et chaque fois que je vais sur un site, je marque en face de tel commerçant, en face de telle administration, l'identifiant de mot de passe. Il existe des petits programmes pour faire ça sur votre ordinateur ou votre téléphone. C'est pas bon pour faire travailler la mémoire, parce que c'est le programme qui va vous remplir le mot de passe à votre place. Les mots de passe doivent être robustes. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre 3 chiffres ou 2 lettres. Maintenant, la plupart des sites vous imposent une majuscule, une minuscule, des lettres, des chiffres et un caractère spécial. Respectez-le bien. Ils sont secrets. C'est votre mot de passe personnel. Donc vous ne le donnez pas à votre petit-fils, à votre fils, sauf cas particulier, à votre voisin. C'est comme si vous lui donniez les clés de chez vous, en fait. Point particulier concernant le secret, on choisit bien son mot de passe. Un exemple tout bête, la première chose qui vient à l'esprit, c'est le prénom des enfants, de l'épouse ou de l'époux, et la date de naissance. Si vous êtes connecté sur Facebook, en accès public, c'est-à-dire que tout le monde voit ce que vous mettez sur Facebook ou sur Instagram, les gens vont aller rechercher votre prénom, le prénom de votre femme, qui vont apparaître, le prénom des enfants. Éventuellement, on peut rentrer la date d'anniversaire, ils sauront les dates d'anniversaire, ils peuvent après faire des petits tests pour retrouver vos mots de passe. Donc on choisit des mots de passe qui sont compliqués. Et c'est encore plus embêtant pour s'en rappeler après pour les différentes connexions qu'on peut avoir. C'est la sécurité. Si vous voulez bien fermer votre maison, vous allez mettre une serrure avec plusieurs points, avec des clés sécurisées et pas une serrure toute simple ou un petit cadenas en plastique. Les logiciels malveillants. Donc c'est un logiciel qui va venir s'installer dans votre ordinateur à votre insu. Donc il va être envoyé par le pirate, qui peut être infecté par un virus. Ça peut être tout bête, vous recevez un mail, il y a une pièce jointe. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'une pièce jointe? Donc c'est un petit fichier qui est intégré au mail et qu'on va ouvrir en cliquant dessus. Ça peut être une photo, une vidéo, un document texte, et ça peut être aussi un programme. Si vous cliquez dessus, le programme va se lancer, il va s'installer dans votre ordinateur et ensuite permettre au pirate de récupérer ce qu'il veut dans votre ordinateur. Donc si vous recevez un mail avec une pièce jointe d'une personne que vous ne connaissez pas, il ne faut pas cliquer dessus. À partir du moment où vous avez cliqué dessus, ça peut l'installer et ça peut lui permettre après de venir récupérer des données dans votre ordinateur. Quand vous allez faire des achats sur un site, quelquefois vous rentrez votre numéro de carte bancaire, si vous payez avec votre carte bancaire, c'est enregistré dans votre ordinateur, la frappe que vous avez saisie. Donc le pirate peut aller chercher tous ces éléments, puisque tout est inscrit quelque part. L'informatique, c'est une machine, hein, donc dès qu'on tape quelque chose sur le clavier, ça va s'afficher à l'écran et ça va se mettre en mémoire quelque part. La mémoire peut être effacée régulièrement, mais à un moment donné, ça va être inscrit dans l'ordinateur, donc tout ça, ils peuvent le récupérer. Alors, les escroqueries, c'est un grand débat de société. Internet permet d'escroquer les gens. Donc ça, je pense que vous en avez tous entendu parler. Ce n'est pas nouveau et malheureusement, au niveau solution, il n'y en a pas beaucoup, puisque la plupart des escrocs sont situés à l'étranger, dans des pays où il n'y a pas forcément d'entraide judiciaire avec la France. Donc même si on arrive à remonter la piste pour arriver jusqu'à l'ordinateur qui a servi à commettre l'infraction, dans certains pays, il est difficile d'aller poursuivre les gens qui ont fait ça. À savoir qu'il y a des pays où ce sont des entreprises. Vous avez 20 personnes dans une salle sur les ordinateurs qui font ça toute la journée et qui arrivent à récolter plusieurs milliers d'euros par jour. On verra après les différents types d'escroqueries qui peuvent exister.
Quand vous recevez des demandes d'administration, de banque, faites attention à la manière dont c'est formulé. C'est le premier point qui doit attirer votre attention. Si vous voyez qu'il y a des fautes d'orthographe, que le logo vous semble un peu bizarre, vous n'allez pas cliquer dessus, vous ne répondez pas. Souvent, ce sont des escroqueries. Ils créent des faux sites internet qui ressemblent au site de votre banque. Ils vous demandent d'aller dessus et puis après de rentrer des informations personnelles. Et là, c'est vous qui avez rentré les informations personnelles. C'est pas lui qui est venu les chercher. Donc les courriels, on en a déjà parlé. Dans les courriels, il peut y avoir des liens Internet. Souvent, ils sont d'une couleur différente ou soulignés. Et quand vous passez votre curseur dessus, au lieu d'être une petite flèche, ça devient une petite main ou ça dépend des systèmes d'exploitation. Si vous ne connaissez pas l'expéditeur du message, vous n'allez pas cliquer sur le lien. Ça peut aussi vous télécharger un virus ou vous renvoyer sur une page où vous allez donner des informations personnelles qui seront utilisées après par les pirates ou les escrocs. Un autre exemple qui a lieu en ce moment, donc ça c'est une fausse lettre du directeur de la gendarmerie nationale. Donc Christian Rodriguez, c'est bien notre directeur général à l'heure actuelle. Et certaines personnes, y compris dans la région, ont reçu ce type de lettre. Donc avec l'entête de la gendarmerie. D'accord. Voilà. Donc il vous signale que vous avez été consulter un site pédopornographique ou pornographique, que vous devez envoyer une réponse par mail. Si vous le faites, que vous répondez à ce mail, on va vous demander des informations personnelles. On va éventuellement vous dire que pour éviter les poursuites pénales, il faut payer une amende de 200 €. Si vous le faites, les 200 € sont perdus pour vous puisque cette lettre est un faux. Voilà. Donc les collègues de Paris sont en train de travailler dessus, comme ils travaillent sur tous les types d'escroqueries comme ça, mais il est très difficile de remonter les pistes. Très fréquent aussi, je ne sais pas si vous en avez déjà reçu, vous recevez un mail vous disant que vous avez gagné à une loterie quelconque, ou que vous avez gagné un cadeau. Mais pour récupérer ce cadeau, on vous demande de payer les frais de livraison. Vous allez payer les frais de livraison en pensant payer un transporteur quelconque. En fait, vous payez l'escroc. Donc s'il en fait 10 par jour à 10 € par personne, dans la journée, il a gagné 100 €. Donc ça, idem pour les loteries. C'est un peu passé de mode, mais il y a quelque temps, on en a eu beaucoup. Je fais un petit aparté sur les paiements en ligne. Pour payer en ligne, on utilise la majeure partie du temps sa carte bancaire. Donc on va rentrer les 16 chiffres qu'il y a devant, la date d'expiration, et le numéro CVV qui est derrière, le code confidentiel à 3 chiffres. Avec ces éléments, n'importe qui peut acheter avec votre carte bleue comme si c'était vous. Donc il faut y faire attention. On ne communique jamais ces codes à un site ou à une personne dont on n'est pas sûr qu'elle va les utiliser correctement. Il existe des cartes bleues avec le petit code, les 3 chiffres derrière, qui sont des tournants, c'est-à-dire que vous avez un petit écran LCD. Alors, je ne sais plus quelle banque fait ça, mais elles sont très peu nombreuses. Et en fait, le code va changer régulièrement. Il va s'afficher sur votre carte bancaire. Et ça vous permet, même si vous avez utilisé ce code une fois, avec un site qui peut être douteux, ou s'il y a une personne dans la société qui veut le récupérer, s'il veut s'en servir après, votre code aura changé, donc il ne pourra plus s'en servir. Idem, ils ont mis en place la double authentification. Donc, moi, à ma banque, c'est le cas. Quand je fais un achat sur Internet, ça m'envoie un code avec 6 chiffres. Il y a une petite fenêtre qui s'ouvre sur l'ordinateur quand j'ai validé mon paiement. Si je ne rentre pas ce code à 6 chiffres, ça ne fait pas le paiement. C'est une deuxième sécurité pour éviter qu'on se serve des 16 chiffres, de la date d'expiration et du code secret qui est derrière. Plus aucune banque ne va vous demander par mail vos coordonnées bancaires. Aucune banque ne le fait. C'est-à-dire que si vous recevez un mail vous demandant de vérifier vos coordonnées de carte bancaire,
Donc ils vont vous envoyer un petit mail, bonjour monsieur Untel ou madame Untel. Afin de vérifier vos coordonnées bancaires, merci de nous renvoyer votre numéro de carte bleue, la date d'expiration et le CVV. Si vous le faites, ils ont votre carte bleue. Alors je ne sais pas chez quelle banque vous êtes, on ne va pas faire de publicité. Maintenant, la plupart des banques ou des administrations, lorsqu'ils veulent vous demander des renseignements, ils vous envoient un mail en disant « Vous avez un nouveau message sur notre site ou sur votre application pour ceux qui utilisent une tablette ou un téléphone. Il faut faire la démarche d'aller sur le site ou sur l'application pour avoir accès au message. » Et les transferts d'informations se font par ce biais-là qui est sécurisé par les banques. Utilisez-le toujours. Alors bon, si vous connaissez très bien votre banquier, que vous avez son mail et que vous traitez par mail, ça ne pose pas de souci. Mais n'allez pas répondre à quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui se prétend de votre banque ou d'une administration. Vous ne savez pas qui est derrière l'écran et où il se trouve. Je fais une petite digression sur les cheminements sur Internet. Quand vous allez vous connecter à votre ordinateur sur un site pour envoyer un mail, pour aller sur un site marchand, de votre ordinateur, ça va aller à votre box Internet. De la box Internet, ça va aller chez le fournisseur d'accès. Ça va passer par plein d'autres points pour arriver au destinataire final que vous avez choisi, soit pour le mail, soit pour le site que vous allez consulter. Les pirates s'en servent, ils font passer l'information dans des pays plus ou moins douteux sur la sécurité informatique, et ça peut transiter par 300 points répartis dans le monde entier avant d'arriver chez le destinataire. Et chaque point, en fait, peut être un endroit où on va récupérer des informations. Donc, les pays de l'Est sont connus pour ça, certains pays d'Afrique, certains paradis fiscaux aussi. Donc, il y a des serveurs, donc des ordinateurs géants qui stockent des données et qui vont permettre le transit des données d'un point à un autre. Si ça passe par cet endroit, on ne sait pas ce qu'ils font des informations. Mais tout ça, pour nous, c'est transparent, on ne s'en rend pas compte et on ne le voit pas. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Hop. Alors, les demandes d'aide par courriel, est-ce que certains en ont déjà reçu? Vous recevez un courrier d'une personne que vous connaissez, qui vous dit « Je suis en voyage dans tel pays », souvent c'est à l'étranger, je dois me faire opérer, la Sécu ne fonctionne pas ici, est-ce que tu peux m'envoyer 1 000 €? Vous avez perdu 1 000 € si vous les envoyez. Alors attention, c'est très bien rodé, notamment il y a 2-3 ans. Les gens récupéraient en fait des listes de touristes qui allaient en Tunisie, à Tahiti. Ils avaient un complice qui était dans l'hôtel. Donc il y avait l'adresse mail, parce que souvent on nous demande de remplir l'adresse mail et le numéro de téléphone quand on arrive à l'hôtel. Donc ils avaient ça. Informatiquement, on peut envoyer un mail à quelqu'un en faisant croire que c'est une autre adresse. C'est un peu technique, mais c'est faisable, comme pour les numéros de téléphone d'ailleurs. Et donc ils se débrouillaient pour récupérer les contacts des gens, ou ils arrivaient à pirater leur compte mail, et donc ils savaient quels étaient leurs amis, parce que il suffit de regarder dans votre boîte mail à qui vous avez déjà envoyé des mails et de qui vous en avez reçu. Ils envoyaient des mails à toutes ces personnes pour demander de l'argent. Souvent, ça se fait par mandat international, donc on vous demande d'aller sur un site, je ne vais pas en citer, mais il y en a qui sont très connus. Vous remplissez, en fait, vous faites un virement international. Une fois que l'argent est à l'étranger, en gros, c'est fini, vous ne le renvoyez plus. Donc ça, les banques, les administrations, on en a déjà parlé. Ne fournissez jamais vos coordonnées bancaires à quelqu'un que vous ne connaissez pas. J'insiste lourdement là-dessus. Vous ne savez pas qui est derrière l'écran de l'autre côté de l'ordinateur. Les achats en ligne. Alors, il y a des petits points qui peuvent vous aider. Quand vous êtes sur votre navigateur Internet, quel que soit le navigateur, vous avez en haut la barre d'adresse. C'est l'endroit où il y a écrit HTTP, www, avec toute l'adresse du site. Si vous avez un petit cadenas
Et le S derrière HTTP, c'est que le site est sécurisé. Donc vous avez moins de risques de vous faire pirater. Vous n'avez pas aucun risque, vous avez moins de risques. Et ça, il faut toujours en être conscient aussi. Les coupons prépayés. Donc ça, c'est un deuxième mode de paiement avec les virements. Ce sont des cartes bleues virtuelles. Vous en trouvez dans les bureaux de tabac maintenant, un peu partout. La personne, vous pouvez vous inscrire sur un site et ça vous crée une carte bleue virtuelle. Donc ça vous crée un compte. Une carte bleue virtuelle où vous avez aussi les 16 chiffres, la date d'expiration et tout ça. Et ils mettent en parallèle de ce système des paiements par coupon. C'est-à-dire que vous créez votre compte virtuel, vous allez déposer 100 € au bureau de tabac du coin, on vous donne en échange un petit coupon avec un numéro dessus. Vous rentrez ce numéro sur votre interface Internet du compte et ça vous met l'argent sur le compte. Donc les 100 € que vous avez donnés en liquide, avec ce code, vous tapez le code sur votre ordinateur, ça vous crédite 100 € sur le compte. C'est un système de banque un peu plus simplifié. Les escrocs s'en servent beaucoup pour se faire payer. Donc quand vous recevez un mail qui vous demande de renvoyer des frais de port, de payer une avance, vous avez gagné 1 000 €, mais il faut en envoyer 100 pour toucher les 1 000 €. Ils utilisent beaucoup ce système en vous expliquant que vous allez acheter le coupon. Donc il y a plein de points de vente en France. Vous achetez le coupon et dessus, en fait, il n'y a pas un code, il y en a 2. Et théoriquement, pour pouvoir récupérer l'argent qui correspond au coupon, il faut les 2 codes. Sauf qu'ils ont aussi des complices dans ces sociétés-là ou dans des bureaux de tabac ou qui peuvent être à l'étranger qui font le même système. Il leur suffit d'en avoir un des 2 pour pouvoir récupérer l'argent. Donc ils vont vous expliquer que vous envoyez un seul code et qu'une fois que vous avez reçu l'objet, vous envoyez le deuxième et qu'à ce moment-là, l'argent sera débité de votre compte. Non. Dès que vous avez envoyé le premier code, ils récupèrent l'argent. Alors vous êtes peut-être un peu moins concerné à votre âge. Il y a aussi des arnaques aux faux emplois. C'est-à-dire que vous allez sur un site internet de recherche d'emploi, on vous propose un travail payé tant, mais on va vous dire pour les frais de dossier, il faut nous envoyer 150 €. Souvent par le biais de coupons prépayés. Si vous envoyez les 150 €, vous n'aurez jamais de travail. Le chantage à la webcam, est-ce que vous en avez déjà entendu parler ? Souvent, vous allez recevoir un mail ou si vous allez sur certains sites de rencontres ou de messagerie instantanée, vous allez être contacté par des jeunes personnes, hommes ou femmes, qui vont chatter avec vous. Donc soit par message, soit par vidéo. Alors par vidéo, normalement, vous avez plus de chances que ce soit effectivement la personne avec qui vous parlez. Mais souvent, ça commence par message. Donc vous commencez à discuter. Et puis, au bout d'un moment, la jeune fille ou le jeune homme va vous dire je te montre un sein et toi, tu me montres autre chose. Sauf que lui, il est en train d'enregistrer la vidéo quand ça passe en vidéo. Une fois qu'il a une photo ou une vidéo de vous dénudée, il va vous renvoyer un message en vous disant maintenant, je veux de l'argent, sinon je vais communiquer ces images à tous tes contacts sur les réseaux sociaux. Donc il faut être très vigilant. Sur la majeure partie des ordinateurs portables et des tablettes ou des téléphones, vous avez une caméra à l'avant pour faire de la vidéoconférence. Si la personne, si vous voyez la personne, elle vous voit aussi, elle peut enregistrer les images. Donc sur certaines webcams maintenant, alors sur certains portables c'est rare. Sur les webcams qui viennent se brancher un peu le système qu'on a ici, il y en a certaines, vous avez un cache. Donc quand vous ne l'utilisez pas, vous cachez. Parce que si la caméra vous voit, on peut enregistrer les images, et c'est pas parce que vous ne savez pas qu'on enregistre, ou que si votre ordinateur a été piraté, le gars il peut très bien mettre en route votre webcam et filmer tout ce qui est accessible au champ de vision. Ce type d'escroquerie, ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Donc faites-y attention. Les réflexes. Ne jamais répondre à un escroc ou à un cyber-escroc.
À partir du moment où vous commencez à répondre, eux, ils vous ont attrapé, ils vont vous renvoyer des messages, et plus vous allez discuter avec eux, moins ça va s'arranger. Théoriquement, il faudrait les bloquer sur les différents comptes sociaux que vous avez. Il existe des petites options. Alors sur le téléphone, on peut bloquer un numéro qui vous appelle. C'est-à-dire que si ce numéro essaye de vous rappeler, ça ne sonne même pas sur votre téléphone. Et pour Internet, c'est un peu la même chose sur les réseaux sociaux. Vous pouvez bloquer les contacts. Il faut les bloquer tout de suite. Et il faut essayer de recueillir un maximum d'éléments. Si vous arrivez à faire une capture d'écran, je ne sais pas si vous savez faire. Une capture d'écran, en fait, ça fait une photo de l'écran de l'ordinateur au moment où vous le faites. Sur les ordinateurs classiques, vous avez une touche qui s'appelle imprime écran. Si vous le faites, ça prend une photo de l'écran. Sur certains autres systèmes, c'est une combinaison de touches. Nous, après, ça nous permet d'avoir des éléments, quelquefois la photo de l'individu qui était en conversation avec vous, l'adresse qui est dans la barre d'adresse sur votre navigateur, des choses comme ça. Et ça nous permet après, nous, d'enquêter. La photo pour vous l'envoyer, par exemple. Alors, ça va se copier dans le presse-papier. Voilà. Ou dans le fichier d'image. Image ou image. Ça dépend des systèmes d'exploitation ou documents. Ou... Donc, le seul fait de cliquer, admettons, sur capture d'écran, automatiquement, il est dans ce dossier. Oui. Oui. Vous avez différents systèmes d'alerte pour les autorités. Vous pouvez venir à la gendarmerie. Si vous nous appelez par téléphone, quelquefois c'est plus compliqué sans les éléments physiques de pouvoir vous renseigner. Vous avez un site qui est très bien fait qui s'appelle Cybermalveillance. Donc c'est un site gouvernemental. Dessus, vous avez plein de conseils, plein d'exemples. Vous avez les liens pour pouvoir déclarer certaines choses qui vous sont arrivées. Je vous conseille fortement d'aller faire un petit tour sur ce site après la conférence, quand vous serez chez vous. Vous avez ça sera un peu plus complet que ce qu'on a pu faire ce matin et un peu plus concret. Vous avez des exemples et puis, par exemple, pour les mots de passe que j'ai évoqués tout à l'heure, il y a d'autres points aussi où il faut faire attention, des choses comme ça. C'est assez bien fait, il y a des petites vidéos qui vous expliquent. Mais l'ordinateur ou le téléphone, c'est une machine, donc c'est vous qui vous en servez. Il ne faut jamais le perdre de vue non plus. Vous pouvez aussi le signaler sur la plateforme internetsignalement.gouv.fr. C'est un formulaire assez simple que vous remplissez en mettant ce qui vous est arrivé, sur quel site ou avec quel réseau social. Et ça nous permet à nous de faire un premier tri. Il y a des gendarmes qui sont en région parisienne qui ne s'occupent que de ce type d'infraction. Donc eux, quand vous allez faire votre signalement sur ce site-là, ce que vous avez rempli comme information, ça va leur arriver. S'il y a une personne en France qui signale un fait sur tel site, ça sera peut-être mis de côté. Par contre, s'il y en a 5, 10, 15, 20, tout de suite, ça va les alerter. Et eux, ils ont des moyens techniques qu'on n'a pas, nous, à Guebwiller, par exemple. Ce sont des informaticiens et qui vont pouvoir enquêter bien plus en profondeur et bien plus rapidement que ce qu'on peut faire nous. Sur ce site, vous pouvez signaler, par exemple, la lettre du directeur de la gendarmerie. Alors, il y a eu le directeur de la gendarmerie, il y a eu le directeur de la police nationale, il y a eu des lettres qui venaient soi-disant d'un ministre. Il y en a même eu du président de la République. Alors, voilà. Vous vous doutez bien que le président de la République ne va pas écrire à M. Dupont parce que si ou parce que là. Mais il y a quand même certaines personnes qui se font avoir et qui répondent ou qui envoient de l'argent. Si vous avez des soucis, parlez-en autour de vous. Souvent, les gens n'osent pas venir voir la gendarmerie parce qu'ils ont un peu honte, parce qu'ils se sont fait avoir. Donc parlez-en déjà autour de vous. Et si quelqu'un de votre entourage vous explique qu'il s'est fait avoir comme ça, essayez de le pousser à faire les démarches pour venir nous voir ou au moins faire le signalement sur Internet. Si c'est une escroquerie à la webcam, dans la majeure partie des cas, donc on a une photo de vous dénudé,
J'ai vu très peu de cas jusqu'à maintenant où cette photo a effectivement été diffusée aux proches ou au contact de la victime. Ça peut arriver. Alors prévenez quand même votre cercle proche qu'il risque peut-être de recevoir une photo de vous. C'est compliqué à expliquer, mais ça évite les surprises. Idem, si vous êtes un jour appelé par votre famille, des amis, en disant bah, « Tiens, j'ai reçu un mail de toi, tu me dis que tu es en voyage au Maroc et que tu as des soucis de santé, est-ce que c'est vrai ?» Si c'est faux, c'est que vous vous êtes fait pirater votre boîte mail. Donc allez tout de suite changer votre mot de passe. Si vous ne savez pas faire, il faut se rapprocher de quelqu'un qui sait. Oui. Si, obligatoirement, vous avez un mot de passe. Oui, mais le mot de passe est enregistré dans Thunderbird. Et à chaque fois que vous allez dessus, en fait, le mot de passe se met automatiquement. Pour vous, c'est transparent, mais obligatoirement, pour aller se connecter sur le serveur où il y a vos mails, donc je ne sais pas si vous êtes chez Gmail, par exemple, quand vous allez vouloir lire vos mails, que ce soit en allant sur le site de Gmail ou en passant par Thunderbird, ou mail sur Apple, ou Outlook sur Microsoft. Non, on a l'opérateur Orange. Ouais, bon, bah donc vous avez une adresse mail en orange.fr. Donc quand vous allez voir vos mails, que ce soit sur le site d'Orange ou par Thunderbird, on va vous demander votre identifiant, donc souvent c'est l'adresse mail, là c'est le cas, et votre mot de passe. La première fois que vous avez utilisé Thunderbird, on vous a demandé de rentrer ce mot de passe. Ah oui. Et après on l'oublie. Mais votre mot de passe, il est enregistré dans Thunderbird. Ah d'accord. Si vous utilisez Firefox, donc le navigateur Internet du même développeur que Thunderbird, vous allez sur un site quelconque d'achat. La première fois, vous allez rentrer votre identifiant, votre mot de passe. Ça va vous demander si vous voulez l'enregistrer. Si vous mettez oui, c'est enregistré. D'accord. Les fois suivantes, on ne vous le redemandera pas. Mais il est enregistré. D'accord. Mais on peut aller le changer. Vous pouvez aller le changer. D'accord. C'est plus ou moins simple suivant les fournisseurs d'accès ou les sites, mais c'est possible. Sinon, on ne l'enregistre Vous avez jamais. la petite fenêtre, vous ne l'enregistrez pas. Et on a son petit calepin et Voilà. on le retape à chaque fois. Ça permet de retenir. Ça doit être Ça un permet peu aussi moins de d'1% retenir. des gens qui ont choisi cette technique, qui est beaucoup plus sécurisée, mais qui nécessite de le rentrer à chaque fois qu'on veut lire ses mails C'est ou ça. aller sur un site. Voilà. Il y a des sites qui proposent éventuellement ce qu'on appelle de donner toutes ces informations dans un cadenas, ou si jamais un jour on venait d'oublier un code, il suffit de rentrer dedans. Nous, on ne se fie pas à ça et on dit toujours aux gens, s'il est dans le système, il y aura toujours une possibilité de piratage. Exactement. Donc de ne pas le faire. C'est vrai qu'à force, on a 10, 15, 20 mots de passe, mais ne jamais les laisser sur Internet. Il existe des logiciels qui vous permettent permettent de le faire, d'enregistrer, pour justement pour les éviter personnes, tout ça. pour les personnes qui peuvent oublier Mais on n'est jamais à l'abri qu'un jour, oui. Du piratage. Donc ou que la société qui gère voilà. vos mots de passe Il s'arrête, vaut mieux pas et le du faire. coup, toutes vos informations sont perdues. Il vaut mieux donner Les coffres-forts l'information. numériques, voilà. Oui, c'est un coffre-fort numérique. coffre-fort C'est numérique. exactement le mot. C'est ça. Il vaut mieux ne pas les donner. Donc je sais qu'il y a certaines banques qui proposent ça aussi. Vous pouvez enregistrer le scan de votre carte d'identité, de votre passeport. Généralement, si c'est une grande banque nationale, il y a peu de chances que ça s'arrête du jour au lendemain et que vous perdiez ces informations, mais il y a toujours un risque que quelqu'un de malveillant puisse accéder à ces informations. Et si vous saviez tout ce qu'on a sur nos ordinateurs, on parle des scans, on vous demande d'envoyer la copie de votre carte d'identité, vous la scannez, vous l'envoyez, c'est enregistré sur votre ordinateur. Donc il y a des données personnelles très importantes qui peuvent éventuellement être accessibles à d'autres personnes. Pardon ? Alors, il y a toujours un risque qu'il reste des bribes d'informations. Après, si vous les avez envoyées à quelqu'un, autre exemple d'escroquerie, on vous demande d'envoyer une copie de carte d'identité et votre RIB pour quelque chose qui vous semble normal. Donc, la personne de l'autre côté de l'ordinateur a récupéré votre carte d'identité, votre RIB. Avec votre carte d'identité, peut aller ouvrir un compte dans une banque.
à l'étranger ou même en France. Ça s'est déjà vu. Faire des crédits. Donc il faut faire attention à qui on envoie ces documents. Pour prendre un exemple tout simple, mon fils vient de s'installer, il commence à travailler. Je me suis porté caution pour son appartement. C'est un particulier qui loue l'appartement. Il m'a demandé, pour monter le dossier, de lui envoyer mes dernières fiches de paye, ma carte d'identité. On n'avait pas encore visité l'appartement. Dans les grandes villes, souvent ça se fait, parce que comme ça, ils trient déjà pour les visites. J'ai refusé, parce que je lui ai dit non, je ne vous connais pas, donc je ne vais pas vous envoyer des documents personnels. Mais n'importe qui veut absolument avoir l'appartement dans ce cas-là, qui se dit si j'envoie pas les papiers, j'aurai pas la visite, mon fils n'aura pas l'appartement, il envoie et la personne en face, dont on ne connaît rien, aura des informations personnelles. Donc il faut... En l'occurrence, j'ai quand même eu l'appartement. Voilà. Ah, ben bravo. Alors, si c'est un service public, ils vont vous demander de l'enregistrer sur un site, normalement. C'est-à-dire que vous allez aller sur le site du ministère de l'Intérieur, sur un site public, et vous allez télécharger votre document sur le site. En général, c'est ce qui se passe. On ne va pas vous le demander par mail. Les administrations, il est très rare qu'elles fassent ça. Si on vous demande d'aller sur un site, quel exemple prendre ? Excusez-moi de vous interrompre. Parce que des fois, ils vous envoient déjà des documents déjà pré-imprimés. Aussi. Donc vous n'avez plus qu'à remplir. Alors donc du coup, vous ne savez pas comment faire. Alors est-ce que je continue, je remplis, je joue le jeu, ou alors j'efface tout et je recommence, mais quand vous les rappelez en leur disant mais non, je veux pas vous donner mes informations, mais ils vous diront mais monsieur, vous n'avez pas le choix. Alors si quand vous rappelez, c'est bien la bonne société, que le site internet vous semble sécurisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, quand vous allez cliquer sur nous contacter, ou sur, il y a des petits onglets souvent tout en bas de la page, avec l'adresse, l'inscription au registre du commerce, ces choses comme ça, tout est rempli. C'est une adresse en France. Vous avez beaucoup moins de risques. Après, il y a toujours un moment où il faut quand même faire confiance aux gens. Ce qu'il ne faut pas, c'est vous recevez un mail d'une soi-disant administration qui vous demande tel ou tel papier, en vous disant de cliquer sur le lien qui est dans le mail pour aller leur transmettre les papiers. Là, ça doit attirer votre attention. Et à ce moment-là, vous allez dans la barre dans votre moteur de recherche Internet. Si c'est pour les impôts, vous tapez impôts, vous allez tomber sur le site impôts.gouv.fr. Et là, vous pouvez leur envoyer des documents. Ne cliquez jamais sur un lien qui est dans un mail, parce que même si, quand vous avez cliqué dessus, en haut, dans la barre d'adresse, s'affiche quelque chose qui ressemble à l'adresse du site des impôts ou de la gendarmerie, vous n'êtes pas sûr que derrière, ça va bien être les gendarmes. Que si vous tapez, pour ne pas le citer, sur Google ou sur Kant ou un autre moteur de recherche, vous avez beaucoup plus de chances de tomber sur le site effectif de l'administration ou du commerçant ou de la banque. Merci. Vous pouvez demander à certains sites, Facebook, Instagram, de dépublier un contenu qui peut vous gêner. C'est-à-dire une photo qui a été publiée vous concernant, des informations. Théoriquement, vous avez le droit. Après, ça dépend où se situe la société en question. Pour vous donner un exemple simple, même nous, dans le cadre d'enquête judiciaire, quand on va faire une réquisition à Facebook qui se trouve aux États-Unis, on va nous répondre qu'on doit se plier à la loi américaine et que donc on doit transmettre notre demande au FBI. Voilà. Autant dire qu'on a très peu de réponses. Alors, dernier point, l'arnaque au support technique. Puisque vous n'êtes pas féru d'informatique, vous pouvez avoir sur votre ordinateur une fenêtre qui va s'ouvrir en disant « Attention, vous avez été infecté par un virus. Attention, votre ordinateur est bloqué. Appelez tel numéro. » Donc, vous appelez le numéro de téléphone. On va vous dire « Bonjour, c'est Microsoft. Bonjour, c'est Apple. Monsieur, pour déverrouiller votre ordinateur qui a été infecté, envoyez-nous 200, 300 €. » Donc, c'est une escroquerie. Voilà. Donc là, vous éteignez l'ordinateur, vous l'emmenez chez un réparateur informatique. Bien souvent, en fait, c'est juste une image qui vient se projeter sur votre écran. Votre ordinateur n'est pas infecté du tout. Voilà.
des mails nous disant que nous avons commandé un colis et on ne vient pas le chercher et ils vont nous facturer des frais de garde et il faut aller dans un fichier joint. Non, vous ne répondez pas, vous ne Oui, cliquez non, pas. on ne répond pas, mais pour informer les gens. Et c'est délicat parce que souvent, de plus en plus, on commande par net, donc on ne sait pas. Est-ce que c'est vraiment le colis qu'on attend? Une commande à la fois et vous suivez votre envoi. C'est-à-dire que quand vous allez commander, le site va vous renvoyer votre colis est expédié par tel transporteur. Cliquez sur le lien ci-dessous pour le suivre. Vous cliquez, vous savez que c'est UPS, TNT qui va vous livrer. Vous le suivez par là. Donc effectivement, si vous avez plusieurs commandes tous les jours, c'est compliqué de vérifier à chaque fois. De voir si c'est une arnaque ou pas, quoi. Mais bien souvent, c'en est quand c'est pas vous qui avez initié la demande, c'est sûr. Quand vous recevez un coup de téléphone où personne ne parle, ou vous avez juste un texto rappeler tel numéro, si vous rappelez, ça peut être un numéro surtaxé qui va vous coûter le prix de 2 SMS ou suivant le forfait que vous avez, ou 3 euros. S'ils font ça à 1000 personnes dans la journée, ils ont gagné 3000 euros. Voilà. Juste pour terminer, sur la téléphonie, donc les appels que vous pouvez recevoir, du démarchage intempestif ou abusif, à l'étude, il y a une loi à l'heure actuelle pour imposer aux gens qui vous appellent de vérifier avant que vous êtes inscrit ou non sur la liste Blocktel. Pareil, sur Internet, vous tapez Blocktel, vous pouvez vous inscrire comme avant les listes rouges. C'est une liste où votre numéro de téléphone est référencé, où vous ne voulez pas de démarchage téléphonique. Si la société se plie aux lois françaises, ça devrait fonctionner. C'est-à-dire qu'ils sont obligés d'aller voir si votre numéro est sur la liste Blocktel. Si elle y est, ils ne doivent pas vous appeler. Parce que cette loi est déjà sortie au mois de juillet, je crois. Oui, elle n'est pas encore appliquée à l'heure actuelle. Ah, d'accord. Voilà. Mais si la société se trouve, je ne sais pas, au Bangladesh ou au fin fond de la Russie, ils ne sont pas censés se plier au droit français. Voilà. Donc vous risquez de continuer à recevoir des appels régulièrement pour tel ou tel type de fait. Il y a eu l'isolation à 1 euro très récemment, qui a posé souci. En ce moment, c'est les formations professionnelles. Et jusqu'à ce qu'on arrive à les bloquer, ça continue un petit peu, quoi. Mais signalez quand même à la gendarmerie. Ça peut être considéré comme des appels malveillants, mais il faut qu'il y en ait plus d'une dizaine par jour, ce qui est rarement le cas. Souvent, ils appellent une fois ou deux. Et voilà. RDF, c'était 2-3 fois par jour. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Je me demandais ce que deviennent les scans des passes sanitaires. On a aussi des coordonnées personnelles dessus. Donc, Alors, tout ce qui est géré par l'État, on est bien placé pour le savoir puisqu'on est concerné aussi, c'est stocké sur des serveurs sécurisés avec uniquement les informations qui sont prévues par la loi au moment où le fichier est créé. Donc là, pour le pass sanitaire, j'imagine, donc il y a le QR code, votre nom, votre prénom, votre date de naissance, si vous êtes vacciné ou non, avec la dose que vous avez reçue. Point. Chaque fois qu'il y a un fichier informatique qui est créé en France, il est vérifié par la CNIL. Et la CNIL impose, vous avez le droit de recueillir telle ou telle information. C'est tout. Et ensuite, c'est vérifié régulièrement par la CNIL. Si jamais il y a des dérapages, il y a des amendes. Mais c'est quand même des données informatiques, donc on n'est pas à l'abri que ça puisse être récupéré par quelqu'un un jour ou l'autre. Comme tout, comme vos données bancaires, comme... voilà. Merci à tous. Si vous êtes intéressés, on a des petits dépliants.